besoin d'être intelligent pour être autonome, il faut avoir un corps qui soit performant. Et un système nerveux également. Donc quand je dis corps, c'est à la fois le corps qui agit, donc c'est pour ça qu'ici, dans cette manifestation, ce workshop, beaucoup de gens s'intéressent à la locomotion, le vol des insectes, la nage des poissons, la reptation des serpents, et puis aussi un corps qui sent. Donc beaucoup de gens ici, beaucoup de chercheurs, développent aussi des capteurs innovants inspirés des animaux, des yeux de la mouche, de la ligne latérale des poissons, des poils des insectes, et puis aussi du sens électrique des poissons. Donc on a des biologistes qui nous apprennent ce que c'est que le sens électrique. C'est un sens actif, qu'on dit actif, parce que le poisson émet autour de lui un champ électrique et va détecter les déformations du champ pour en déduire ce qu'il a autour de lui et avoir plus ou moins d'intérêt. Si c'est un objet qu'il veut manger, si c'est un objet qu'il veut éviter, eh bien il va utiliser uniquement son sens électrique pour ça. Donc notre but, c'est de réussir à comprendre ce sens, à savoir comment ça fonctionne, de le modéliser en équation et de le reproduire sur des capteurs de manière à le monter sur des robots pour les rendre autonomes. Un système nerveux qui résout des problèmes d'intégration entre les sens et la locomotion, les actions, donc ce qu'on appelle l'intégration sensorimotrice. Et ce, sans faire appel à des représentations abstraites du monde, basées sur l'ancien paradigme de type plutôt intelligence artificielle. Donc voilà un peu ce que propose cette biorobotique. Donc ici, on a essayé de regrouper des aspects robotiques et biologistes. On a plusieurs biologistes qui sont présents et on a des stands avec des poissons vivants, des poissons électriques, où on peut les entendre, les voir utiliser leur sens. Et le but est vraiment de montrer comment la nature lève des verrous technologiques. Ici, on est en train de démontrer le fonctionnement d'un robot qui nage d'une façon ondulatoire. Ses caractéristiques sont la façon de voir. Le robot a une vision binoculaire, donc deux yeux qui peuvent voir les choses et s'approcher aux objets ou éviter des obstacles. Le robot a un corps flexible, il a de la peau élastique et des moteurs qui sont comme des muscles qui sont très adaptatifs. Donc il a la possibilité de moduler sa nage selon la courant ou les obstacles d'une façon très naturelle et même énergétiquement très efficace. En effet, ces robots-là peuvent nager pendant 5 heures sans décharge électrique, grâce à la flexibilité de son corps qui peut récupérer la déformation pendant la nage. Moi, je vois le poisson, c'est comme un système qui a réussi à manipuler son environnement après des générations d'adaptations. Peut-être qu'il y avait des adaptations qui ont réussi, d'autres non. Mais là, mon but, c'est de comprendre comment le poisson est arrivé à manipuler son environnement si bien et comment nous, comme ingénieurs, on peut apprendre ce que le poisson, étant un système naturel, comment il a appris ça. Ça peut être aussi utile pour exploiter l'énergie du milieu fluide. Oui, donc le poisson, il le fait pour bouger, mais nous, ce qui nous intéresse parfois, c'est de le faire pas pour bouger, mais pour vraiment prendre de l'énergie, pour la transformer en énergie utile. Et il y avait des expériences dans un laboratoire à Harvard avec Jimmy Liao et George Lauder, où ils ont mis des poissons dans un milieu de tourbillon. Et ils ont constaté que le poisson, il utilise moins de ses muscles pour avancer. Et après, ils ont mis un poisson qui est complètement mort dans le même milieu. Ils ont trouvé que le poisson mort, il exploite de l'énergie du milieu pour avancer contre le tourbillon. Donc ce qu'on a fait, on a développé un modèle mathématique pour expliquer comment ça peut arriver, qu'on peut exploiter de l'énergie du milieu pour avancer contre le mouvement du milieu.
Nous sommes en train de développer des robots qui peuvent s'attacher et détacher. Donc on a fait un système modulaire d'une façon que les modules peuvent capter les choses individuellement ou combinées. Et ça nous donne beaucoup plus de capacités. And today, for the first time in Delphi history, I'm going to show also the processing that takes place on the computer. À l'équipe biorobotique dans l'Institut des sciences du mouvement, donc, nous avons une approche où nous essayons de reconstruire pour mieux comprendre. Donc, nous inspirons par exemple de l'étude des traitements neuronaux qui sont faits à bord de l'insecte, comme la mouche par exemple. Nous étudions les neurones qui sont câblés dans le cerveau de la mouche. Et à partir de ces études, nous avons pu découvrir de nouvelles technologies qui nous ont permis de mettre en œuvre des capteurs, détecteurs de mouvement inspirés des neurones détecteurs de mouvement de la mouche. Alors c'est une technologie qui nous permet de faire beaucoup avec peu, c'est ce que nous enseigne la nature, puisque finalement une mouche fait beaucoup de choses, est capable d'éviter les obstacles, d'atterrir, de décoller automatiquement avec très peu de ressources. Mais pour la première fois, en fait, on a réussi à mettre à bord de ce type d'hélicoptère un capteur de flux optique de moins de 2 grammes, de l'ordre de 2 grammes, qui en fait, est capable de mesurer le flux optique à la fois à l'ombre, à l'intérieur par exemple, et à l'extérieur. Le flux optique, c'est rien d'autre en fait que le défilement du sol. Lorsqu'on conduit sur une autoroute, les bas-côtés défilent vite. C'est ce défilement-là qui est utilisé par les insectes pour éviter les obstacles, éventuellement atterrir, décoller automatiquement. On mesure le flux optique, on le compare par une valeur donnée qu'on aimerait garder constant. Par exemple, on arrive devant un vallon, le flux optique diminue, et donc on pilote son altitude pour se rapprocher du sol, et en se rapprochant du sol, naît le comportement de suivi de terrain. Alors, les applications proches sont pour les drones, puisque les drones sont des engins volants qui vont être de plus en plus présents dans notre environnement quotidien pour différentes tâches, notamment l'inspection d'ouvrages d'art, comme par exemple le viaduc de Millau. Donc il va y avoir aussi les drones vont être utilisés pour les inspections, la surveillance, les tâches de surveillance à l'extérieur, et bien sûr aussi pour les applications militaires. Et nous pensons aussi pouvoir utiliser notre technologie peut-être pour aider les personnes non-voyantes ou qui ont des difficultés pour voir, donc les assister dans leur évolution, dans leur vie quotidienne. En suivant un champ à une altitude très faible, on peut détecter le stress des plantes. Et en détectant le stress des plantes, on est capable par exemple de dire à l'agriculteur quelle zone il doit irriguer avant qu'il ne soit trop tard. La biorobotique est vraiment une science émergente. Et pour nous, c'est important d'être, je dirais, sur cette vague-là, qui, si elle est aujourd'hui encore un peu éloignée des préoccupations industrielles, a un potentiel d'innovation et de développement industriel qui est tout à fait considérable dans les décennies qui viennent.